Je voudrais d'abord revenir sur les raisons de cette décision de dimanche soir. Je voudrais ensuite essayer d'expliquer en quoi c'est un temps de clarification et puis proposer des éléments à la fois de vision, de cap et de méthode pour les semaines à venir. Pourquoi ai-je voulu cette décision et pris cette décision donc de dissoudre? Depuis 2 ans, au Parlement, la majorité présidentielle dispose d'une majorité relative. Vous l'avez tous vu, commenté, décrit. Est-ce que cela nous a empêchés d'agir utilement pour le pays et de mener les transformations nécessaires? Non. Et je veux ici rendre hommage aux gouvernements successifs, à nos parlementaires, qui ont mené un travail remarquable dans des conditions souvent difficiles. Mais beaucoup de choses ont été faites, des décisions prises, des textes passés utiles au pays. Toutefois, soyons lucides, cette situation a rendu l'action moins lisible et ne nous a pas permis, hélas, de bâtir des coalitions durables, malgré tous les efforts déployés et que je veux saluer. À cela s'est ajoutée l'attitude en particulier de certains députés de la France insoumise qui a créé un désordre parfois constant dans le Parlement, à l'Assemblée, inquiétant pour les Français, qui très souvent d'ailleurs ne se retrouvaient plus dans nos institutions. Enfin, l'équation parlementaire, là aussi nous devons être lucides, devenait difficilement tenable, les oppositions ayant dit plusieurs fois leur volonté de voter une motion de censure à l'automne. J'ai donc pris acte d'un blocage qui conduisait inéluctablement à empêcher le gouvernement d'agir, ce qui devenait dangereux pour la France. Ensuite, il y a le vote de dimanche. Et donc le vote aux élections européennes de dimanche soir qui a été clair. Alors c'est un vote sur l'Europe, et je l'ai toujours dit, la conclusion est d'abord sur l'Europe. Mais les suffrages exprimés ont placé les forces d'extrême droite à près de 40% et les extrêmes à près de 50%. C'est un fait politique qu'on ne saurait ignorer. Nos compatriotes ont exprimé par là leurs inquiétudes sur les questions de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat. Ils ont dit l'émotion ressentie face aux drames qui ont émaillé l'actualité, la difficulté à s'en sortir, même quand on travaille, et donc des difficultés très, très quotidiennes, une colère, parfois un ressentiment. Dans les villes moyennes et les campagnes, ils ont clairement dit leur sentiment aussi de ne pas être écoutés, respectés, leur difficulté à avoir accès à des services de base. À tous ces messages, nous ne pouvons rester indifférents ou sourds et nous devons apporter une réponse démocratique. C'est pourquoi la réponse, à mes yeux, ne pouvait pas procéder par des changements de gouvernement ou des coalitions, d'ailleurs, qui n'étaient pas possibles au Parlement, et les derniers jours l'ont très clairement montré, mais elle imposait une dissolution qui permet seule la clarification des choses. Parce que nous sommes à un moment où notre pays doit relever nombre de défis et ne saurait être bloqué par les extrêmes, et parce que c'est un acte de confiance dans notre peuple, dans la démocratie, dans l'esprit républicain, dans notre bon sens national. Et donc le retour au peuple souverain est, à mes yeux, dans ce contexte, la seule décision républicaine. Ce moment est celui de la clarification, et à mes yeux un moment historique pour notre pays. Dimanche, j'ai en effet souligné que les élections législatives devaient se tenir dans la clarté des choix proposés. Et nous y sommes. Depuis dimanche soir, les masques tombent et la bataille des valeurs éclate au grand jour. C'est aussi, je dirais, une épreuve de vérité entre ceux qui choisissent de faire prospérer leur boutique et ceux qui veulent faire prospérer la France. Ce que nous avons vu ces derniers jours est clair. La droite républicaine, tout au moins celui qui en a la charge, vient de faire pour la première fois alliance avec l'extrême droite. Et je dis bien l'extrême droite en parlant du Rassemblement national, car ses dirigeants continuent de dire qu'il y a des vrais et des faux Français,
continue d'envisager de réduire la liberté de la presse ou de rejeter l'état de droit. La droite, donc, et tous ceux qui ont suivi le président des Républicains, M. Ciotti, tournent ainsi le dos, en quelques heures, à l'héritage du général de Gaulle, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Du côté de la gauche républicaine et ses dirigeants, qui avaient exprimé, semblait-il, des choix clairs durant cette campagne européenne sur la social-démocratie, l'économie sociale de marché, l'Europe, vient de s'allier avec l'extrême gauche qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. Les choses sont donc simples aujourd'hui. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes qui ne sont d'accord à peu près sur rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme. Sur les retraites, pense-t-on une seule seconde que M. Ciotti, qui voulait aller plus loin que le gouvernement et porter à 65 ans l'âge légal, va gouverner avec M. Bardella, qui promet depuis des années aux Françaises et aux Français, avec Mme Le Pen, de revenir à 60 ou 62 ans, on ne sait plus très bien. Sur les finances publiques, pense-t-on que M. Ciotti et les Républicains qui le suivent, qui expliquaient jusqu'alors que, y compris la majorité présidentielle, était trop laxiste et qu'il fallait consolider plus vite nos dépenses publiques, va gouverner avec le Rassemblement national, dont le programme a été chiffré de manière indépendante par un coût d'au moins 100 milliards d'euros par an pour nos contribuables. Quelle est, sur ces choses essentielles de la vie, la cohérence et ce qui unit ces gens pour gouverner? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit demain. De l'autre côté, que vont décider les députés socialistes, sociodémocrates qui font alliance avec les députés de la France insoumise sur la question de l'aide à l'Ukraine? Les uns veulent aider l'Ukraine, les autres veulent aider la Russie. Que vont-ils décider sur le Proche-Orient? Que vont-ils décider sur les valeurs de la République et le rapport au Parlement? Que vont-ils décider sur le nucléaire et l'énergie? Sur chacun de ces sujets essentiels, et je pourrais égrener la liste, ils pensent le contraire. Ces alliances sont des bricolages d'appareils, mais en aucun cas des majorités pour gouverner. De l'autre côté, se présente le bloc central, progressiste, démocratique et républicain. Ce bloc qui unit des familles politiques qui ont chacune leur identité, a appris à travailler depuis 7 ans ensemble. Il est uni et clair dans son rapport à la République, à l'Europe et sur ses priorités. Il est le socle d'un projet de gouvernement cohérent, je le crois, utile au pays. Nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons pas tout bien fait, mais nous avons des résultats. Nous avons protégé les Français face aux crises et surtout, nous saurons agir pour réindustrialiser le pays, aller vers le plein emploi, renforcer nos services publics, accélérer la transition énergétique, garantir l'unité du pays en luttant contre toutes les forces de haine, rejeter la brutalisation du débat public, aider l'Ukraine, bâtir l'Europe, répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain de nos compatriotes. Cette majorité présidentielle actuelle, je souhaite que ses dirigeants puissent aller dialoguer avec des personnalités et des forces qui n'en sont pas membres aujourd'hui. Je souhaite avant tout que le 30 juin et le 7 juillet, les Françaises et les Français puissent élire un maximum de députés de la majorité présidentielle. Mais j'ai le souhait que se rassemble le moment venu, avant ou après, les femmes et les hommes de bonne volonté qui auront ensemble su dire non aux extrêmes, mais qui se mettront en capacité de bâtir un projet en commun, sincère et utile au pays. D'ici à l'élection, et une fois l'élection passée, nous pourrons, je dirais même que nous devons et nous devrons, avoir un dialogue exigeant, constructif et ouvert, et réfléchir à la meilleure manière de servir la France ensemble. Je dis ici rassembler et non rallier, car je sais aussi les désaccords qui existent
sur tel ou tel sujet avec l'ensemble de ces responsables ou de ces formations politiques. Je suis convaincu que des sociodémocrates, des radicaux, des écologistes, des démocrates chrétiens, des gaullistes, et plus largement que beaucoup de nos compatriotes et de responsables politiques qui ne se reconnaissent pas dans la fièvre extrémiste, qui se retrouvent autour de quelques axes clairs que porte la majorité actuelle, peuvent travailler avec ces dirigeants et bâtir un projet nouveau, une fédération de projets, pour gouverner, pour agir au service des Français et pour la République. Pour cela, il faut essayer d'être clair sur l'idéal qu'on poursuit et les quelques axes prioritaires, et sur une méthode. C'est ce que je veux ici m'employer à faire. Premier élément de vision commun autour desquels à la fois la majorité va s'inscrire dans les prochaines semaines et aussi ouvrir, discuter, c'est la protection de nos valeurs républicaines et par cela la protection même de nos compatriotes. Je le disais, la montée de l'extrême droite doit être entendue dans le message qu'elle envoie. Beaucoup de nos compatriotes qui se sont exprimés nous ont dit leurs doutes profonds sur ce que nous sommes en train de devenir. Et l'inquiétude existentielle, le sentiment de dépossession qui est le leur, le sentiment parfois de ne pas être assez écouté ou considéré. La lutte contre ce sentiment de dépossession suppose d'abord une fermeté accrue vis-à-vis de tous ceux qui considèrent la citoyenneté française comme une somme de droits à la carte. Elle implique aussi des devoirs et des engagements pour la nation. Elle implique, ce faisant, plus d'autorité républicaine pour s'en assurer. Alors, beaucoup a été fait. Ce n'est pas le lieu ici, j'y reviendrai dans les questions si besoin était de le redire, mais recrutement de policiers, de gendarmes, de magistrats, d'une manière inédite dans notre histoire contemporaine, loi contre le séparatisme, lutte sans merci contre le trafic de drogue, loi sur l'immigration. Mais force est de constater que tout cela n'a pas été assez vu, senti, compris par nos compatriotes. Nous devons donc d'abord, de manière implacable, continuer d'agir pour plus de sécurité, plus de fermeté. Mettre en œuvre les lois qui ont été votées, comme nos textes européens, pour réduire l'immigration illégale, prendre des décisions aussi simples du quotidien, comme la reprise en main par l'État et le meilleur contrôle de la question des mineurs non accompagnés, qui, dans tant de villes, sont un problème de sécurité. Répondre avec aussi plus de fermeté à la montée de la violence des mineurs, qui mine la cohésion nationale, avec des mesures là aussi claires et radicales qui sont en train d'être préparées. Et répondre à ce sentiment qui existe d'impunité par une justice dont on a augmenté les moyens, mais qui doit aussi aujourd'hui répondre avec des peines plus rapides, plus sûres, plus lisibles. Ça fait partie des réformes indispensables que nous devons prendre. L'autorité républicaine, donc, à tous les étages, avec des éléments très clairs que je viens d'évoquer, qui est le renforcement d'un axe régalien. Mais je veux ici le dire avec beaucoup de clarté. Ce que nous proposons, c'est plus de fermeté, mais dans le cadre de la République et de ses valeurs. Et c'est aussi cela qui nous oppose aux deux blocs que j'évoquais aux deux extrêmes. Ce qui est proposé aujourd'hui par l'extrême gauche, c'est une réponse par le communautarisme et le laxisme. Ce qui est proposé par l'extrême droite et ceux qui s'y allient, c'est une réponse à l'insécurité par la sortie de la République, de ses valeurs, de son socle même. C'est de dire je vais répondre à l'immigration en ne respectant plus le principe de l'asile. Hors sujet. C'est de faire croire aux Français qu'il faudrait sortir de nos principes constitutionnels pour pouvoir répondre efficacement à la question de la sécurité. Nous pensons qu'il faut plus de fermeté, mais dans la République et par la République. Ensuite, nous devons regarder en face le fait que ce sentiment de dépossession place la question de la laïcité au centre. La République doit respecter tous ceux qui croient et toutes les religions, comme tous ceux qui ne croient pas. Mais en étant clair sur le fait que jamais une religion ne doit permettre de sortir des lois de la République ou de se placer au-dessus de celles-ci. Nous le voyons bien au quotidien, par des polémiques qui montent, par ce que nos élus peuvent vivre, parce que nos associations parfois ont à vivre, qu'il y a
sentiment que la laïcité n'est parfois pas bien appliquée, que nous ne sommes pas au clair. Nous devons, comme le président Chirac l'avait fait d'ailleurs il y a 20 ans de cela, rouvrir un grand travail apaisé, exigeant, républicain dans la nation, et placer avec tous les élus, les bénévoles, les associations qui vivent cela, les entreprises qui vivent cela au quotidien, ouvrir un grand débat sur la laïcité et prendre des mesures claires sur les sujets qui sont à régler et à trancher. La protection de nos valeurs républicaines se joue aussi sur le temps long, et cela en éduquant des républicains, des citoyennes et des citoyens libres. Après avoir réinstauré l'instruction civique, l'enseignement culturel et artistique, nous sommes attachés à recréer des rites républicains. C'est pourquoi le service national universel doit être généralisé d'ici à la rentrée 2026. Et puis, je vais insister sur un dernier point à cet égard. C'est le fait que ce que nous vivons dans le pays, qui crée tant de tensions, c'est souvent et avant tout l'échec de notre modèle d'intégration. Alors ça passe par l'école, j'aurai l'occasion d'y revenir, ça passe par aussi une intégration de tous de manière juste et équilibrée dans la vie économique, et là-dessus nous devons renforcer la lutte contre les discriminations, même si beaucoup de choses ont été faites. Il y a encore beaucoup trop de discriminations économiques, d'accès aux emplois dans notre pays, et c'est la possibilité, dans un pays qui est pluriel et riche de sa diversité, d'avoir une véritable intégration républicaine. Elle est aujourd'hui par trop défaillante. Et elle conduit, ce faisant, à avoir une France qui se met dos à dos. Et là aussi, ce à quoi nous croyons, c'est une réponse à ce problème d'intégration par la République et l'universalisme républicain. Là où aujourd'hui, les autres offres politiques qui sont soumises à nos compatriotes d'ici à 18 jours, c'est d'une part à l'extrême gauche une réponse par le communautarisme et la fragmentation de la République, et à l'extrême droite, c'est une réponse par l'exclusion de certaines et certains, en nous disant « vous êtes un vrai Français, vous n'en êtes pas », ce qu'ils continuent de dire. La réponse par l'universalisme républicain exigeant, effectif, est celle dans laquelle nous croyons. Deuxième élément de cap, la vision sur laquelle nous devons inscrire les 3 semaines à venir, c'est l'ambition écologique et économique. Je le disais, parfois y compris dans les formations de la majorité, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Mais nous avons tous en partage l'idée que la puissance et l'indépendance de la France, de même que le financement de notre modèle social, suppose une économie forte et le travail de tous. Et là-dessus, nous avons un bilan. Ce que je dis là, ce n'est pas des promesses, ce ne sont pas des propos d'estrade. Nous avons, ces 7 dernières années, créé plus de 2 millions d'emplois, commencé à réindustrialiser le pays, défendu son indépendance, renforcé sa souveraineté agricole, industrielle. Nous sommes en train de préparer des textes en la matière sur l'industrie verte et l'agriculture qui reprendront dès que les Français, je l'espère, auront fait confiance à cette majorité. Et donc il y a un bilan solide qui est là. Mais nous voulons amplifier l'action pour la réindustrialisation et la réouverture des usines sur nos territoires, la création d'emplois, la reconnaissance du travail, l'indépendance énergétique, agricole et technologique. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut continuer à libérer les contraintes réglementaires et fiscales qui pèsent sur ceux qui veulent prendre des initiatives, et donc renforcer la simplification pour les entrepreneurs, les petites aussi et moyennes entreprises, et encourager le travail plutôt que l'inactivité. Nous sommes de ceux qui assument d'investir dans la recherche, dans l'enseignement supérieur, dans les technologies futures, où la France doit prendre toute sa part. Et nous sommes de ceux qui n'opposent jamais science et écologie, ou économie et écologie, et veulent poursuivre sur le chemin de l'écologie à la française, qui permet de créer des richesses, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'accompagner les plus vulnérables qui sont légitimement inquiets face à la transition. Et c'est aussi pour ça que le programme de gouvernement à venir devra acter des décisions fortes, comme par exemple 8 nouveaux réacteurs nucléaires, indispensables à cette transition. C'est aussi cette ambition économique qui permettra de réduire le déficit par l'activité et la création de richesses et des réformes ambitieuses. Et l'action gouvernementale devra continuer de s'inscrire dans le sérieux budgétaire, sous peine de céder à l'affaiblissement du pays et l'appauvrissement des épargnants que promettent l'extrême droite et l'extrême gauche. Et là aussi,
Le cap que je donne est clair. Il unit toutes les forces de la majorité et je le crois très profondément, il permet aussi de bâtir des chemins d'alliance avec tous les responsables politiques que je viens d'évoquer. Mais quelles sont les autres offres sur ce sujet? À l'extrême droite, on nous explique qu'il faut choisir entre l'écologie et l'économie. C'est un renoncement au projet écologique. C'est ça l'extrême droite et la droite qui s'allie à elle. À l'extrême droite, il n'y a pas de projet de renforcement économique parce qu'il y a l'abandon de tout ce qui fonde l'attractivité du pays, la capacité à garder des investisseurs. Et donc on ne peut pas dire on est pour le réinvestissement, l'agriculture et autres, si en même temps on propose de saper toutes les réformes qui ont permis de réinvestir dans notre pays. Quant à l'extrême gauche, par sa politique de taxation totalement déraisonnable, par sa politique de sortie du nucléaire, encore défendue par une majorité de ceux qui aujourd'hui constituent cette alliance, elle est tout à la fois l'impossibilité de suivre un chemin écologique crédible et l'affaiblissement, là aussi, du pays. Et donc, les deux blocs aux extrêmes, c'est un appauvrissement du pays et de nos compatriotes. Troisième axe de vision, d'idéal auquel nous croyons, c'est celui du progrès et de la lutte contre les inégalités de destin. Nous sommes tous attachés à un modèle social protecteur, financé, responsabilisant. Et d'ailleurs, nous l'avons montré. Il n'y a jamais eu un tel réinvestissement dans les services publics depuis 7 ans. Services publics par les maisons France Service, le réinvestissement dans la justice, plus de 60% de son budget, et dans les forces de sécurité, dans notre école, avec une augmentation de nos enseignants qui n'avait pas été connue depuis les années 90, de notre santé, avec une augmentation pour les soignants qui n'avait pas été connue depuis les années 60. Reste que si le modèle français corrige les inégalités, il échoue trop souvent à les prévenir. Et il me semble que le cap qu'on doit se donner pour les années à venir est assez simple sur ce sujet. Il faut renforcer notre capacité à lutter contre les assignations à résidence et mieux prévenir les inégalités de départ. C'est ça la promesse républicaine. Et ce sont les inégalités, les injustices qui sont les plus insupportables pour nos compatriotes. Et je veux dire très simplement, le gouvernement à venir devra avoir une réponse renforcée et crédible en matière d'accès à la santé, de lutte contre les déserts médicaux, de prévention en matière de santé, et en matière de protection, d'accompagnement de nos enfants et de notre jeunesse. Priorité indispensable, et pour ça, il faudra prendre des mesures fortes. Il appartient à la majorité de construire en campagne, je l'espère demain, à bâtir dans un accord de gouvernement ou dans une plateforme d'action. Mais nous devons, pour nos enfants, agir de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus claire, procéder à une vraie révolution de l'action publique pour l'enfance et pour la jeunesse, des 1000 premiers jours jusqu'à 20 ans. Aujourd'hui, nos enfants sur le territoire ne sont pas pris en charge de la même manière, selon les quartiers d'où ils viennent. Et le paradoxe, c'est qu'ils sont souvent beaucoup plus abandonnés quand ils viennent de milieux beaucoup plus pauvres. Aussi, il nous faut rebâtir notre aide sociale à l'enfance. C'est une vraie politique nationale qui est à construire, de prise en charge des enfants, d'accompagnement des familles pour prévenir ces inégalités de départ. C'est ensuite de rebâtir notre école républicaine. Et après le rétablissement des savoirs fondamentaux, le dédoublement des classes que nous avons fait, nous redonnerons le pouvoir aux professeurs qui auront plus de liberté pédagogique, aux directeurs qui pourront rémunérer et recruter plus librement, mais avec aussi des choses très simples. La formation des enseignants, le respect des maîtres en classe, les contrats avec les parents, le renforcement des mathématiques, le remplacement des heures d'absence, l'amélioration de l'orientation, autant de chantiers essentiels pour nos enfants, leurs familles. Et puis sur ce chantier de la jeunesse et des enfants, pour prévenir les inégalités, il y a la question des écrans. Et je pense que c'est au cœur de l'action à venir. Tous les parents sont confrontés à cela. Tous les experts le disent, l'addiction aux écrans est le terreau de toutes les difficultés. Harcèlement, violence, décrochage scolaire. Et pour y faire face, fort du travail qui a été fait ces derniers mois, le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants. D'abord, en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans. Il faut un âge pour la majorité numérique, ça protège. Et il faut former pour cela. Quatrième axe, clair, c'est de mieux vivre au quotidien. Vous le savez, nous avons toujours engagé notre action autour de l'efficacité. Nous avons beaucoup fait là aussi en la matière, mais nos compatriotes
à l'évidence, nous ont envoyé un message simple. Leur vie ne s'est pas assez améliorée. Ils veulent mieux vivre au quotidien. Il faudra donc que les forces de la majorité bâtissent des réponses concrètes sur ce sujet. Le Premier ministre a commencé de le faire avec plusieurs ministres autour de lui depuis le début de cette campagne, sur la question du coût de l'énergie. Il y aura aussi la question du pouvoir d'achat. Le travail doit mieux payer. Beaucoup a été fait. Mais je souhaite qu'on continue d'être plus ambitieux pour mieux partager, en quelque sorte, les revenus du travail et de la richesse. Et à ce titre, ce que nous avons pu faire avec des primes sans charge ni impôt, donner beaucoup plus simplement des indépendants jusqu'aux salariés des grands groupes, doit être mis sur la table, parce que c'est quelque chose qui permet d'améliorer le quotidien de ceux qui travaillent et qui parfois ont des salaires qui restent modestes. Donc il faut rouvrir ce chantier qui n'est pas coûteux pour les finances publiques, parce qu'en quelque sorte, c'est une liberté donnée aux indépendants, aux entreprises, de mieux payer leurs salariés sans avoir d'impôts ou de charges. N'y aurait-il pas ces allègements d'impôts et de charges, en tout cas ces suppressions, ils ne le distribueraient pas. Et puis je souhaite que puisse rouvrir le grand sujet du temps partiel subi, des emplois rémunérés sous le SMIC, de tous ces métiers mal rémunérés. Ça, c'est pour nos travailleurs. Pour nos jeunes, il faudra ouvrir la question de l'accès au logement et bâtir, avec toutes les forces productives, une vraie réponse sur l'accès au logement des jeunes. Et je fais mon mea culpa sur ce sujet. C'est un sujet sur lequel nous n'avons pas assez avancé et où la réponse a été trop timide et j'en porte la responsabilité. Et puis, il y a la question des retraites et de la vie de nos retraités. Après une vie de travail, nos anciens, légitimement, veulent pouvoir vivre avec quiétude. Et là-dessus, je le dis, nous avons agi en augmentant les pensions les moins élevées grâce à la réforme des retraites. En réformant, d'ailleurs en travaillant là aussi, ce mandat précédent, avec d'autres républicains de toutes les rives, si je puis dire, des communistes jusqu'à la droite républicaine, pour améliorer les retraites agricoles. Et donc on a beaucoup fait. Et sur ce sujet, j'ai entendu beaucoup de rumeurs ces derniers temps, je vais être très clair. Les retraites seront bien indexées sur l'inflation. Le pouvoir d'achat des retraités, ce n'est pas une variable d'ajustement pour nous. Mais là-dessus, il faut aussi être clair. La majorité présidentielle est la seule à proposer ça, clairement. Et du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent en passant par les jeunes et les retraités, à avoir une vraie réponse. Que proposent les autres? De revenir sur la réforme des retraites, c'est-à-dire de supprimer d'abord ce qui a été fait pour les retraités les plus modestes, mais surtout de mettre le système de retraite en banqueroute. Le rapport du corps est en train de montrer on n'est pas encore à l'équilibre. Donc, qu'ils expliquent ce qu'ils proposent pour nos retraités. Ils leur proposent de ne plus pouvoir leur payer leur pension. Ou alors, ils proposent d'avoir des charges beaucoup plus élevées, en tout cas des cotisations pour la retraite qui vont augmenter. Et donc, tous ceux qui reviennent sur la réforme des retraites, du bloc d'extrême gauche au bloc d'extrême droite, c'est soit un projet d'appauvrissement des salariés, soit un projet d'appauvrissement des retraités. Mais il n'y a pas de recette miracle, puisqu'ils refusent le projet d'allongement de la durée du travail. Le seul projet responsable, transparent que nous avons fait, il n'a pas été populaire, je m'en suis aperçu. C'est un projet qui correspond à l'éthique de responsabilité. On vit plus longtemps, il faut travailler un peu plus longtemps, en prenant en compte les carrières longues, les chemins les plus difficiles. Que proposent les deux autres forces de gouvernement? Pardon, les deux autres forces d'opposition, dont j'espère qu'elles n'accèdent pas au gouvernement. Simplement, quelque chose qui est incompatible avec la préservation du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent et de ceux qui sont à la retraite. Vivre mieux, c'est aussi une vie plus simple, notamment dans le rapport à l'État, aux normes, aux services publics. C'est le message qui nous a été envoyé. Il faut donc aller vers une stabilité fiscale normative pour les 3 ans à venir, simplifier drastiquement et alléger là aussi le rapport au territoire. On le voit bien, il y a un besoin de liberté et de proximité qui s'est dit dans cette campagne. Et donc il nous faut déconcentrer beaucoup plus rapidement, mais il faudra supprimer un échelon territorial pour ramener plus de simplicité et de liberté sur les territoires, rouvrir la question de ces grandes régions qui ont éloigné la décision et redonner la liberté de choix sur le terrain à nos compatriotes s'ils veulent revenir sur ce sujet, et permettre là aussi d'avoir des réformes de simplification, une plus grande vitalité démocratique, une plus grande simplicité, pour éviter simplement que la réponse ne se fasse par des dépenses en plus. Enfin, vivre mieux, c'est reconnaître que dans certaines villes, certains quartiers, dans la ruralité,
Nous devons avoir une réponse beaucoup plus drastique sur l'accès au transport, à la santé, au logement. Beaucoup de choses ont été faites. Mais force est de le constater, ça ne va pas assez vite. Ça n'est pas perçu, ça n'est pas tangible. Et donc là, il faut une révolution copernicienne d'action. Et puis le cinquième élément, pour moi, de vision, construction de cet idéal, c'est la ligne diplomatique et la place de la France que nous défendons. Il y a une cohérence dans toutes les forces de la majorité gouvernementale aujourd'hui, c'est que nous avons une même vision du pays, de sa diplomatie. France, puissance de paix et d'équilibre, du rapport évidemment à l'Ukraine, de la position sur le Proche-Orient, mais également de notre place en Europe et de la vision que nous avons de l'Europe, d'une France puissance militaire indépendante, avec, je le rappelle, 2 lois de programmation militaire qui auront permis à leur issue de doubler le budget des armées. Là-dessus, je le dis, les 2 blocs aux extrêmes ne permettent pas ce schéma. À l'extrême gauche, c'est une vision balkanisée de notre politique, de notre diplomatie. D'ailleurs, ce n'est pas une diplomatie possible, je le rappelais tout à l'heure, ni vis-à-vis de l'Ukraine, ni par rapport au Proche-Orient. C'est une opposition de certaines forces à la dissuasion nucléaire française et une opposition à l'OTAN. Et à l'extrême droite, c'est aussi, dans un moment historique du pays, des schémas et des positions claires qui ont été définies, sorties de l'OTAN. Remise en cause, là aussi, pour certains, de ce rapport à la diplomatie et à notre indépendance et ambiguïté à l'égard de la Russie. Ces 5 priorités, c'est une clarification de ce en quoi nous croyons, de l'idéal partagé par les forces de la majorité présidentielle. C'est important de le rappeler parce que moi je crois qu'on peut bâtir une campagne sur une vision claire et on peut discuter avec les autres sur une vision claire. Ça permet de tenir un cap pour le pays, qui est de réussir la réindustrialisation et le plein emploi, rétablir un État régalien pleinement armé d'ici 3 à 5 ans, de réparer notre école et notre système de santé d'ici à 2030 et de décarboner notre économie d'ici à 2050. Et donc, c'est un chemin ambitieux, mais il est crédible pour le pays. C'est cela, celui dans lequel je souhaite que les forces de la majorité puissent engager cette élection législative. Vient ensuite la méthode. Sur cette base, le Premier ministre, à ses côtés, les responsables des forces de la majorité et tous les engagés à ses côtés auront à bâtir le programme, à le porter, à défendre cette vision. Mais je souhaite que cela puisse être fait, nous puissions le faire dans cette logique d'ouverture, de construction, avant et après l'élection que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous sommes prêts à intégrer les propositions de sociodémocrates comme de responsables venant de la droite gaulliste ou d'écologistes, soit en matière d'ordre républicain, de justice sociale, d'écologie, qui viendraient nourrir cette cohérence. Et le message clair que je veux envoyer ce matin, c'est qu'il y a une vision claire, il y a un idéal qui est partagé par cette majorité, autour de ces 5 axes. La fédération de projets, ça n'est pas qui même me suive. Ça n'est pas vous viendrez vous y mettre et l'appliquer à l'issue. C'est la volonté sincère et humble de bâtir des consensus, de tisser des compromis pour faire avancer le pays plus vite et plus fort autour de ces axes, mais en s'ouvrant, en partageant, en co-construisant. Je souhaite que se rassemblent pour gouverner tous ceux qui défendent sans ambiguïté les valeurs de la République, qui veulent le progrès et la justice, qui sont aussi attachés au respect dans le débat public, qui veulent une France et une Europe plus fortes. Et je veux aussi que, au-delà de la construction, avant et après l'élection, autour de, au fond, ces quelques idées, il puisse y avoir une manière de faire et de bâtir des solutions utiles, comme nous avons commencé ces 2 dernières années à l'esquisser avec ces conseils nationaux de la refondation, à bâtir avec les forces économiques, les forces sociales et syndicales et les élus locaux des solutions de consensus pratiques pour mobiliser la nation. Les choix des 30 juin et des 7 juillet prochains sont donc simples. C'est qui pour gouverner la France? Qui pour prendre en charge notre quotidien, celui de nos enfants et notre avenir? Et vous l'avez compris, j'ai essayé de le redire à chaque fois, je crois très profondément que les forces politiques qui constituent aujourd'hui la majorité présidentielle ont seules la capacité de porter un projet
cohérents, réalistes et d'avenir. Et ma volonté, c'est qu'elles agissent dans cette campagne et le jour d'après, avec un esprit de fédération de projets, une volonté de construire avec et de rassembler toutes celles et ceux qui, sincèrement, ne peuvent pas se retrouver dans les alliances avec les extrêmes des deux côtés. C'est à cette refondation de la vie politique, maintenant, que j'appelle, avec beaucoup d'humilité et de détermination, et c'est ce que le Premier ministre et les responsables de la majorité actuelle auront à bâtir dans les 18 jours qui viennent, dans l'entre-deux tours, et, je le souhaite profondément, dans le paysage parlementaire qui sortira de cette élection. Voilà les messages que je voulais aujourd'hui partager avec vous et ce que je voulais vous dire des convictions simples de l'idéal que nous proposons et de la méthode que je souhaitais pour la suite.